On est avec le professeur Éric Côme. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes infectiologue. On vous connaît bien maintenant sur LCI après cette longue crise Covid, mais je vous représente quand même, infectiologue à l'hôpital Hôtel-Dieu à Paris. Si on vous a invité sur ce plateau, c'est pour que vous nous aidiez à comprendre ce qui se passe avec cette variole du singe. Parce que peut-être que certains d'entre vous s'inquiètent. L'OMS vient de déclencher son plus haut niveau d'alerte, inquiète donc par la flambée des cas. Expliquez-nous ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'on a affaire à une maladie émergente, en tout cas en dehors de son berceau africain, puisque c'était une maladie qui était déjà bien connue en Afrique. Elle a émergé en dehors d'Afrique, principalement en Europe, mais aussi dans d'autres pays du monde, en Océanie, en Amérique. Et donc, on est face à une nouvelle pandémie. Et donc, l'OMS alerte pour que des mesures de prévention soient adoptées. C'est ça qui est intéressant, parce que c'est une maladie qui au départ est endémique sur le continent africain. Et là, ce qu'on constate, c'est qu'il y a eu près de 17 000 cas recensés depuis le mois de mai. Et sur ces 17 000 cas, la majorité se trouve sur notre continent. En France, 1567 cas reportés. Au Royaume-Uni, 2200. En Espagne, 3125. C'est ça la nouveauté. Il y a une accélération des cas finalement sur le continent européen. C'est ça qui inquiète les autorités là ? Oui, effectivement, la courbe est inquiétante puisque si on prend l'exemple de la France, début juillet, il y avait 500 cas. Et actuellement, effectivement, comme vous l'avez dit, on en est à 1500 cas. Donc, en l'espace de 15 jours, les cas ont triplé. Et c'est un peu ce qui se passe dans chaque pays, en Allemagne, en Espagne, aux États-Unis, au Canada, en Grande-Bretagne, enfin, dans tous les pays que vous avez cités, en sachant qu'effectivement, c'est en Europe, il y a le plus de cas. Plus de 80% des cas sont en Europe. Juste un mot, on disait l'OMS qui relève donc le niveau d'alerte. Concrètement, visiblement, cette qualification d'urgence est utilisée dans des situations graves, soudaines, inhabituelles ou inattendues. Vous parlez d'une nouvelle pandémie. Après 2 longues années de crise Covid, et on fera le point avec vous d'ailleurs pour savoir si vraiment elle est derrière nous ou pas, mais évidemment, ceux qui nous regardent se demandent peut-être, est-ce que c'est une nouvelle crise sanitaire ? Est-ce qu'on va vers une situation comparable ? Comparable, non, certainement pas, parce que les modes de transmission sont heureusement totalement différents. Une maladie qui se transmet par voie respiratoire est beaucoup plus contagieuse, en tout cas le Covid, qu'une maladie qui se transmet par voie sexuelle ou en tout cas par contact rapproché. Donc ça, heureusement, ça sera un facteur limitant, mais il est évident que si on ne fait rien, ça va continuer à augmenter. Il n'y a aucune raison que ça s'arrête. Alors justement, comment on l'attrape ? Vous dites Covid, c'était par voie respiratoire. Là, c'est pendant les rapports sexuels, c'est ça ? Oui, c'est par voie sexuelle ou en tout cas par contact intime rapproché. Voilà, vous pouvez appeler ça comme vous voulez, sexuel ou pas sexuel, mais en tout cas c'est par contact intime rapproché. Ça se comporte de fait comme une maladie sexuellement transmissible, puisque d'ailleurs ça touche les personnes qui sont les plus exposées au risque de transmission sexuelle. Donc on peut parler d'une MST ? Oui, je pense qu'il faut parler d'une MST même si effectivement on n'a pas la certitude que ça se transmet exactement comme ça, mais de toute façon ça se transmet dans des relations de promiscuité importantes, d'intimité proche entre plusieurs personnes qui ont des contacts sexuels. D'ailleurs, dans 25% des cas, on trouve des maladies sexuellement transmissibles associées à la variole du singe, syphilis, gonococcie, chlamydia. Donc, de toute façon, il faut considérer ça comme une maladie sexuellement transmissible. Sinon, on ne va pas s'en sortir. Ça se transmet par le sperme, donc ? Alors, on ne sait pas très bien encore comment ça se transmet. C'est évident que ça se transmet par contact rapproché. C'est soit peau contre peau, soit effectivement par des rapports génitaux. Et il y en a dans le sperme. Après, on ne sait pas si le virus qu'on trouve dans le sperme par PCR est contagieux, parce que pour en être sûr, il faudrait qu'il se cultive. Mais bon, on le trouve par PCR dans le sperme. Donc, il faut le considérer comme une maladie sexuellement transmissible. Et ce sont les homosexuels qui sont en première ligne. C'est ce que je lisais dans différents rapports. Alors effectivement, oui, 98% des personnes atteintes de la variole du singe sont des hommes ayant des relations sexuelles avec des hommes et à partenaires multiples. Attention, c'est pas tous les hommes ayant des relations sexuelles avec des hommes, c'est uniquement cette minorité qui ont des rapports sexuels multiples avec des partenaires sexuels différents. Alors, justement, on va essayer de comprendre un peu quels sont les symptômes. On a le témoignage d'un jeune New-Yorkais qui a réagi, qui explique, lui, comment il a vécu cette maladie. Il est guéri, bonne nouvelle. On écoute.
Après 3 ou 4 jours de fièvre et autres symptômes de ce genre, j'ai fini par avoir des boutons. Ils ont commencé sur mes bras et mes mains, et en l'espace d'une journée, ils se sont répandus sur tout mon corps. J'ai eu environ 30 lésions qui se sont développées à ce moment-là. La douleur était si intense que je devais prendre des bains chauds 6 ou 7 fois par jour, simplement parce que c'était la seule chose qui me faisait me sentir mieux. Ça m'empêchait de dormir. Donc c'est ça, professeur, fièvre, éruption cutanée, quels sont Alors les en autres fait, la symptômes? fièvre n'est pas si fréquente que ça. On la voit dans moins de 50% des cas, là, sur des séries récentes là, qui commencent à sortir. Par contre, les boutons, oui, c'est la constante de la maladie. Il n'y en a pas toujours d'ailleurs des dizaines, hein. Lui, il a eu une forme apparemment quand même assez sévère, avec fièvre, plusieurs dizaines de lésions. Mais il y a des personnes, ils ont moins d'une dizaine de lésions cutanées. Alors, l'OMS donne des recommandations pour les personnes qui sont contaminées et celles qui ont pu être en contact physique avec ces personnes. Encourager la personne infectée à s'isoler et, si possible, à couvrir toutes ces lésions cutanées, par exemple en portant des vêtements sur les parties atteintes, laver les vêtements, les serviettes, les draps et les ustensiles de cuisine de la personne infectée avec de l'eau chaude et du détergent, éliminer les déchets contaminés de manière appropriée. Ça vous semble être des Oui. recommandations C'est- il faut couvrir les lésions. Oui, alors les principales choses qu'il faut dire, c'est qu'il faut s'isoler hein, quand même, parce qu'on est peut-être aussi contagieux par voie respiratoire. Ça, on n'en est pas encore complètement sûr. En tout cas, en Afrique, ça a l'air d'être le cas. On est contagieux par voie cutanée. Donc, effectivement, il faut couvrir les boutons. C'est fondamental. Et puis, l'isolement, normalement, est de 21 jours. 21 jours Normalement, d'isolement. Pas de mort pour l'instant non, à alors déplorer. attention, pas de mort dans cette épidémie européenne, enfin dans cette nouvelle pandémie. Par contre, en Afrique, on sait qu'il y a des morts qui sont possibles. Pour l'instant, en Europe, il n'y a pas de mort, effectivement, alors qu'avec cette souche, en Afrique, on considère qu'il y a 1% de mortalité. Mais la mortalité, c'est principalement les enfants, les femmes enceintes et les immunodéprimés. Or là, on est dans une population jeune, dynamique, en bonne santé, entre 30 et 40 ans, et donc on est dans une population qui n'est pas à risque de mortalité. Quand ça débordera, on pourra être confronté à des risques de mortalité, et on voit déjà d'ailleurs des complications. Que faut-il faire donc si on est contaminé? Il faut accélérer la vaccination. On a finalement déjà le vaccin. C'est le même que le vaccin contre la variole, c'est ça? C'est exactement ça. Alors, ce n'est pas un vaccin curatif. Hein. Ce n'est pas quand on est infecté qu'on doit se vacciner, c'est avant d'être infecté. Donc c'est pour ça qu'initialement, la vaccination a été recommandée aux personnes qui étaient contact à risque, c'est-à-dire exposées à des personnes qui avaient eu la variole. Et maintenant, on tente les recommandations gouvernementales sont de vacciner les personnes à risque. Le vaccin contre la variole, il était déjà obligatoire jusqu'en 84. Là, on est en train de ressortir les stocks. C'est ça de ce vaccin? Est-ce qu'il y en a assez? Alors, c'est pas le même vaccin que celui C'est qu'on pas le même utilisait vaccin, en 84, heureusement. Hein, on a un vaccin. Vous l'avez actualisé. Voilà, c'est ça. Pas moi particulièrement, mais effectivement, c'est un nouveau vaccin. Il y a 2 nouveaux vaccins, d'ailleurs, qui sont beaucoup mieux tolérés, mais malheureusement, dont il n'y a pas beaucoup de stock, quoi. Pourquoi? Parce que ce vaccin a été en fait prépositionné dans le contexte d'une guerre bactériologique avec le virus de la variole. Je vous rappelle que la variole est une maladie qui a été éradiquée complètement. Donc, il y a juste des virus qui ont été conservés dans des banques, notamment en Russie et aux États-Unis. Et donc, on a gardé un vaccin au cas où il y a une guerre microbiologique. Donc, c'est des stocks, disons, limités. Et donc, ce qui explique ce chiffre assez faible, alors que, je rappelle, l'OMS déclenche son plus haut niveau d'alerte, vaccination qui avance à petits pas, 4600 injections en France jusqu'à présent, c'est trop peu? On a commencé qu'il y a une dizaine de jours, hein, d'abord pour commencer, en tout cas dans la population exposée, je ne parle pas des cas contacts. Donc effectivement, il y a eu un petit retard, mais surtout en fait, c'est lié au fait qu'il n'y a pas beaucoup de vaccins. Il n'y a pas de communication sur les stocks, on parle de 30 000 doses. Si c'est 30 000 doses, ça correspond à 15 000 personnes, parce que je rappelle quand même qu'il faut 2 injections. C'est-à-dire pour que le vaccin soit efficace, il faut 2 injections à 28 jours d'intervalle. Donc de toute façon, même les personnes qui reçoivent la première injection aujourd'hui ne seront pas complètement protégées avant un mois. Donc le vaccin ne suffira pas. Il faut réfléchir aussi à la sexualité. C'est-à-dire comment on prévient ça? Donc,
Ben, en diminuant, en se rappelant que quand on avait été confronté au sida, puisque c'est globalement la même population dans laquelle l'épidémie démarre, eh bien, on avait, la communauté avait construit le safer sex. Voilà. Donc je pense qu'il faut réapprendre les règles du safer sex, les règles de la sexualité plus sûre. Et alors, une question sûrement naïve, mais se protéger, mettre un préservatif, les règles de base, j'allais dire. Oui, c'est ça, vous avez raison, oui. C'est tout à fait ça, c'est les règles de base, absolument. Et la première règle de base, c'est diminuer son nombre de rapports, de relations, de partenaires sexuels, de partenaires sexuels. Là, vous conseillez quand même, vous dites qu'on manque de doses, donc il va falloir aussi prendre des précautions lors des rapports sexuels, mais est-ce que là, vous conseillez aux personnes, même celles qui n'ont pas été en contact avec des personnes soupçonnées d'être contaminées, est-ce que vous leur conseillez d'aller de manière préventive se faire vacciner ? Les personnes qui sont très à risque, c'est-à-dire qui ont beaucoup de partenaires sexuels différents, dans les milieux à risque, c'est-à-dire dans le milieu des hommes ayant des relations sexuelles avec les hommes, puisque c'est surtout dans ce milieu-là que le virus circule actuellement, oui, évidemment, je leur conseille fortement de se faire vacciner, tout en les prévenant que de toute façon, le vaccin ne sera pas efficace avant un mois. Puisqu'il faut une seconde dose. Voilà, puisqu'il faut une seconde dose. Et donc, mon premier conseil à leur donner, c'est de faire attention à commencer par diminuer leur nombre de partenaires sexuels. Je lisais un témoignage d'un garçon, justement, de 34 ans, qui le dit. On nous dit qu'il y a cette dose, mais bizarrement, on n'y a pas accès, on galère et tout le monde s'en fout. Ça rappelle étrangement la situation des années 80 avec le sida. On n'a pas encore assez pris la mesure de cette variole du singe. Je suis d'accord, ça rappelle énormément la situation du sida, sauf qu'heureusement, la maladie n'est pas du tout de la même gravité. Et heureusement, quand même, il faut le rappeler, le sida dans les années 80, j'ai malheureusement bien connu ça, c'était une maladie mortelle dans les semaines qui suivaient la contamination. Donc là, on n'est pas dans une maladie mortelle, on est dans une maladie très douloureuse, très pénible, effectivement, mais on n'est pas dans une maladie mortelle. Et en plus, il y a un vaccin. Mais malheureusement, ce vaccin n'est pas disponible. Enfin, il ne faut pas compter uniquement sur ce vaccin. Je pense que la communauté gay doit d'abord, avant tout, compter sur elle-même. D'ailleurs, comme ça s'est passé à l'époque du sida, je vous rappelle que c'est eux qui avaient pris en main leur prévention, et la prévention à l'époque s'appelait le safer sex. Donc, ils savent très bien les méthodes qu'il faut appliquer pour pouvoir attendre le plein effet de la vaccination, sous réserve qu'on puisse vacciner toutes les personnes à risque, ce qui apparaît pas possible dans l'immédiat, puisque un vaccin, ça se fabrique. Est-ce qu'on peut guérir, ce que vous nous dites, c'est qu'on peut guérir aussi sans vaccin? On entendait le témoignage de ce New-Yorkais. Ils guérissent tous. Même sans vaccin, on peut en guérir. C'est ce qui est rassurant quand même. On en guérit. Ils en guérissent tous. Voilà. Il y a eu des complications à type de myocardite, par exemple, qui ont été décrites. Ça a guéri tout seul en 7 jours. Donc voilà. Mais des complications sont possibles, et notamment quand ça touchera des populations plus à risque que des hommes jeunes entre 30 et 40 ans. Un mot aussi sur le Covid, parce qu'on en parle beaucoup moins ces derniers temps. Alors effectivement, il y a une forte couverture vaccinale. Est-ce que les contaminations à l'heure qu'il est mènent encore à des cas graves ou c'est quelque chose à laquelle vous êtes beaucoup moins confrontés? Le Covid, il y a quand même encore 100 morts par jour environ. On n'en parle plus, mais il y a quand même encore 100 morts par jour. Alors, est-ce qu'il meurt du Covid ou est-ce qu'il meurt avec le Covid? Ça, c'est une autre question. Mais il y a quand même, le virus circule, on est dans une 7e vague, elle va retomber, évidemment, comme les vagues précédentes. Ça ne va pas conduire à une saturation du système hospitalier, on est tous d'accord là-dessus. Mais enfin, ça maintient quand même une pression importante sur les soignants et sur la population générale. 100 morts par jour, des personnes qui sont, pour certaines, vaccinées? Des personnes... Alors la vaccination, quand même, non. La vaccination diminue le nombre d'hospitalisations et diminue le risque de mortalité, quand même. Gardons ça en tête. Mais malheureusement... il y a effectivement la vaccination n'est pas totalement efficace, notamment pour empêcher la circulation du virus. On sait que ça ne marche pas. Est-ce qu'il faut maintenir la vaccination obligatoire des soignants? Ça devient un débat. Oui. Certains parlementaires qui le disent, non, il faut autoriser leur retour, même les soignants qui sont non vaccinés. Quel est votre regard là-dessus? J'ai vu ça, effectivement. Moi, vous savez, je suis
Je suis pour que les vaccins soient largement diffusés chez les soignants et je suis pour la vaccination du personnel soignant contre la grippe. Alors, forcément, je suis pour la vaccination du personnel soignant contre la Covid-19, mais je pense qu'il faut le mettre au même niveau que la grippe. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune raison d'exiger la vaccination contre la Covid-19 et de ne pas exiger la vaccination contre la grippe. Il faut avoir une certaine cohérence. Et c'est cette cohérence qui me semble manquer, parce que la vaccination contre la grippe n'a jamais été exigée du personnel soignant. Or, elle devrait être exigée. Vous recommandez toujours de porter le masque dans les zones à forte affluence, dans les transports. Moi, je prends le métro tous les jours, on ne le porte plus du tout. Non, j'ai vu, ouais, je le prends aussi. Voilà. Est-ce que vous le portez dans le métro? Moi, dans le métro, je le porte, oui. Ouais, dans le métro, je le porte. Dans le bus, je le porte aussi. Mais bon, j'ai pas le même âge que vous. Voilà. Donc, je pense que les personnes qui sont à risque doivent se protéger. C'est la responsabilité individuelle. Et d'ailleurs, je vois dans le bus quand même, parce que je prends aussi le bus, les gens portent le masque. Alors, un peu moins que dans le métro, c'est vrai. Mais on voit encore des personnes qui portent le masque. Le plus dur est derrière nous, vous le disiez, on en est à cette 7e vague, mais oui. Le plus dur est passé. Ah bah, le plus dur est évidemment passé, oui. Pour la Covid, le plus dur est évidemment passé. Pas de risque qu'il y ait de nouveaux variants qui viennent qui rendent le vaccin moins efficace Si, il va y avoir des variants qui vont contourner l'immunité vaccinale, qui vont contourner peut-être l'immunité naturelle, même elles auront un peu plus de mal. Mais bon, ça n'aura pas de conséquences catastrophiques sur le système de santé. Merci beaucoup, professeur Éric Côme, merci pour ce point complet. Et merci aussi de nous avoir rassurés quand même sur la variole du singe. Vous le dites, il faut se faire vacciner, il faut prendre ses précautions, mais ce n'est pas une maladie mortelle et on en guérit quand même. C'est ce qu'on retient. Merci à vous.